dans le plan des fréquences spatiales fx, ft et temporelles. La chose se généralise facilement à 3 dimensions, c'est-à-dire 2 fréquences spatiales, une dimension temporelle. Bon, réfléchissons. Voilà une image statique, et voilà le filtre de base de ma rétine. Je peux dire que le filtre de base de ma rétine, là, est bien adapté à une image statique. Si je voulais un filtre bien adapté à une image en mouvement, il faudrait qu'il ait une réponse spatio-temporelle comme ceci. Ah, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, ça va être relativement simple. Au lieu d'avoir mon circuit avec des résistances toutes simples là entre chaque cellule, je dissymétrise mon circuit, donc avec une résistance et puis un gain petit a dans un sens et un gain petit b dans l'autre. Et ça, eh bien, ça va me donner ce type de réponse-là. Donc, j'ai fabriqué, en choisissant les coefficients petit a et petit b, un filtre spatio-temporel qui permet de sélectionner une vitesse. Alors, à 2 dimensions, le circuit serait celui-ci. C'est pas compliqué. Bon, comment ça marche? Parce que ce filtre, il va avoir une réponse, même si le signal n'est pas à la bonne vitesse. Alors, en gros, ce qui va se passer, c'est que si le signal se déplace dans la bonne direction et à la bonne vitesse, j'ai une énergie très importante en sortie du filtre, avec une forme de réponse symétrique, spatialement symétrique. Si mon image se déplace pas dans la bonne direction ou pas à la même vitesse, l'amplitude en sortie est plus faible et elle est asymétrique. Donc je vais jouer là-dessus, je vais jouer en travaillant sur l'énergie en sortie, voilà, sur l'énergie en sortie de mes filtres. Alors on pourrait dire, si je veux une bonne précision pour les vitesses, je veux mettre 100 filtres à 100 vitesses différentes, ça peut coûter un peu cher. Qu'est-ce que l'on va faire? On va prendre 3 filtres accordés à 3 vitesses différentes. Un filtre accordé à une vitesse positive grande, un filtre accordé à une vitesse négative grande, et un filtre accordé à une vitesse nulle. Quand on a un signal et qu'on mesure l'énergie en sortie des 3 filtres, on trouve 3 énergies. E1, E2, E3, ou plus, moins E0. Et si on les combine avec cette formule magique-là, on obtient un signal qui est proportionnel à la vitesse de déplacement de l'image en chaque point, puisque ce sont des filtres spatiaux. Résultat des courses, eh bien, voilà, sur un film comme ceci, avec 2 voitures dans un carrefour. Alors, c'est un film assez méchant, parce que la caméra vibrait. Alors, bon, voilà nos cellules Y. On a travaillé sur le signal des cellules magno-Y. Et voilà l'estimation du flux optique sur chacun des véhicules, les 2 voitures, plus ici un camion qui passe derrière un arbre qu'on détecte. Donc, on peut détecter des flux optiques locaux sur des objets en mouvement, mais on peut aussi travailler, par exemple, là, la caméra est en train de s'approcher de cet arbre, on a donc un flux optique global et on peut le récupérer comme ceci. Bon, je passe sur les détails parce que c'est un peu plus compliqué que ça, mais l'intérêt de cette affaire-là, c'est que c'est extrêmement simple à calculer, ça fonctionne en temps réel sur un PC. Sur une image 128-128 actuellement, voilà, comme ça. Allez, on se fait un petit peu de couleur.
la couleur. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est extrêmement important parce que compliqué, méchant à étudier, comme c'est pas possible. Par contre, on peut en tirer des informations fantastiques. Alors, allons-y. Comment est fichue notre rétine? Premièrement, vous savez qu'on a 3 types de photorécepteurs. Rouge, vert, bleu. Alors quand on veut faire intelligent, on dit LMS pour Long, Medium and Small Wavelength. Oui, parce que c'est pas exactement... bon, bref, voilà. Vous avez compris. Mettons-nous à la place de Dame Nature quand elle a créé la rétine. Elle dit, voilà, je dois échantillonner un monde à 3D. Bon, je ne peux pas faire une rétine à 3D, je vais donc faire une projection 2D dessus. Ah oui, mais il y a les longueurs d'onde. Donc il faudrait que je mette une dizaine de longueurs d'onde, mais si je mets une dizaine de longueurs d'onde, il faudrait que je fasse une dizaine de rétines empilées. Les dernières, elles vont être cachées par les premières, ça ne va pas marcher. Alors, si on faisait un photorécepteur de temps en temps d'une longueur d'onde, puis un autre d'une autre longueur d'onde, avec 10 types de photorécepteurs, on aurait le problème, c'est qu'on serait super précis en couleur, mais on aurait des problèmes pour attraper, pour enfiler le fil dans le chat d'une aiguille, parce qu'on manquerait de détails. Donc Dame Nature s'est dit, mais si on faisait un peu une analyse en fonction propre des différentes lumières disponibles dans la nature, donc en gros analyse en composantes principales, un peu quelque chose dans ce goût-là si on discrétise. Et puis on s'est aperçu que à peu près 90% de la variance pouvait être expliquée, comme on dit, j'aime pas beaucoup ce mot-là, mais enfin bon, par trois dimensions. Bon, c'est pas mal, finalement. Donc, ça pourrait être un motif pour que la nature ait choisi trois types de photorécepteurs. L'ennui, c'est qu'elle ne connaissait pas l'analyse en composantes principales, ni les fonctions propres avant, donc je ne sais pas comment elle a fait. Enfin, elle s'est débrouillée. C'est peut-être l'adaptation. Et voilà. Alors, elle a pris 3 types de photorécepteurs. Mais, évidemment, comme elle ne pouvait pas faire 3 plans couleurs, elle a fait qu'un seul plan couleur où elle a mis tout le monde posé les uns à côté des autres. Avec à peu près cette répartition-là, c'est-à-dire répartition à peu près aléatoire dans chaque plan couleur, avec une densité de probabilité 10/16e par exemple pour le rouge, 5/16e pour le vert et 1/16e pour le bleu. Donc le total fait bien 16/16e. C'est pas toujours vrai ça, parce que si on regarde à travers les différents individus, on s'aperçoit que le rapport entre nombre de cônes rouges à nombre de cônes verts à travers tous les individus varie de 1/3 à 3. On n'a pas du tout le même rapport, et ça varie beaucoup, mais on est tous capables de reconnaître un rose, un mauve, un violacé, un carmin, etc. Bizarre. Bon, première remarque. Deuxième remarque, les sensibilités des photorécepteurs, donc plutôt rouge ou plutôt vert, sont très proches l'une de l'autre, pratiquement recouvrantes, donc avec une forte redondance. Jamais un ingénieur de base ferait un truc comme ça. Il les écarterait. Et puis le bleu, il l'a mis complètement, il est complètement à l'extérieur, très loin. Et en plus, le bleu, il y en a très peu. Donc, là, j'ai choisi 1/16e, mais la densité des photorécepteurs bleus chez l'homme, c'est entre 1/10 et 1/100.
Donc on n'en a pas beaucoup. Et par contre, on est hypersensible au bleu. On verra pourquoi tout à l'heure. Bon, petite question. Pourquoi donc quelque chose de si particulier pour les rouges et verts, c'est-à-dire nombreux, et puis se recouvrant? Eh bien, regardons donc une image couleur à travers différentes longueurs d'onde. Voilà, j'ai pris une trentaine de longueurs d'onde, de 350 à 700 nanomètres, et j'ai regardé ma même image. Je commence à comprendre. Où est-ce que j'ai du détail? C'est dans les verts jaunes rouges. Tiens, c'est là où se recoupent fortement les photorécepteurs rouges et verts. Et justement, ce sont eux qui sont le plus nombreux. Donc, ils vont nous permettre de coder les détails. Le bleu. Comme le bleu, on n'arrive pas à repérer bien des détails dans le bleu, c'est pas la peine de mettre beaucoup de photorécepteurs bleus. Donc voilà, en gros, quelque chose qui pourrait expliquer avec les mains comment le pourquoi du comment de notre répartition de photorécepteurs. Bon, mais ça c'est pas tout. Maintenant, il va falloir essayer de savoir comment ça marche. Donc, je vous rappelle, échantillonnage aléatoire sur une grille qu'on va prendre régulière pour le début, donc soit triangulaire, soit maille carrée, et puis quelque chose qui aurait cette allure-là, avec un petit peu plus d'aléatoire quand même que ce que j'ai fait là. Là, c'est un peu trop régulier. C'est pas comme ça dans la réalité, vraie photo de rétine. Ah mais j'en ai pas là, oui. Bon, toujours est-il, comment est-ce qu'on va étudier un signal comme ça? 3 couleurs mélangées, réparties aléatoirement sur un même support. Eh bien, allons-y. Prenons-en une seule couleur et étudiant son échantillonnage aléatoire, donc sur un certain support, donc des positions candidates d'échantillons tous les delta x, et puis un échantillon aléatoirement disposé avec une probabilité P indice I de présence. Voilà donc une réalisation particulière d'un échantillonnage aléatoire. Je peux décomposer ce signal-là en 2 signaux. Un signal qui serait un échantillonnage régulier, donc avec un échantillon à chaque position et d'amplitude P indice I, plus un signal irrégulier, alternatif, avec des amplitudes 1 moins PI et moins PI. 1 moins PI là où il y avait un échantillon, moins PI là où il n'y en avait pas. Donc si j'additionne ça plus ça, je retrouve bien le signal d'en haut. Truc complètement artificiel, mais pratique pour modéliser. Parce que l'échantillonnage régulier, on est né avec, donc on sait le manœuvrer. Et puis celui-là, bon, il est à moyenne nulle, aléatoire, donc il a de fortes chances d'être situé dans des fréquences élevées. Et puis celui-ci, ça va être l'échantillonnage classique, donc il va échantillonner une fonction de transfert autour de la fréquence 0, comme d'habitude. Alors, essayons d'appliquer ce schéma-là à nos 3 couleurs. Donc, imaginons que j'ai 3 signaux couleurs continues rouge, vert, bleu, que j'échantillonne aléatoirement par des rouges, des verts ou des bleus disposés comme ceci. Donc, ce signal-là en haut à droite, pardon, bon, ce signal en haut à droite, c'est la somme de 3 signaux, un échantillonnage rouge, un vert et un bleu, mais qui sont aussi chacun la somme de 2 signaux, un échantillonnage régulier et un échantillonnage alterné aléatoire.
Donc je peux décrire ce signal en haut à droite comme la somme de 3 signaux échantillonnés régulièrement, chacun avec la probabilité de présence de sa couleur. Donc P indice L pour le rouge, P indice M pour le vert, P indice S pour le bleu. LMS, je vous rappelle, c'est large, medium et small. Et je fais la même chose pour les échantillonnages alternés à droite. Donc pour le rouge, ah, il veut plus. Ah si, voilà. Pour le rouge, voilà, pour le vert c'est celui-là, pour le bleu c'est celui-là. Tiens, je vous avais dit, moins il y a de bleu, plus on est sensible au bleu. Regardez, selon ma petite décomposition de tout à l'heure, les parties positives c'est 1 moins P, et les parties négatives c'est moins P. Donc plus P est petit, plus c'est fort. Additionnons donc ces 3 choses-là, les unes en face des autres. Et je me retrouve donc avec ici, par exemple, ceci, ici, ceci, ici, ceci, et ça se répète. Donc j'ai que 3 cas possibles. L'un qui me dit du rouge moins vert, l'autre qui me dit du vert moins rouge, c'est-à-dire quasiment le même type d'information, et l'autre qui me dit du bleu moins jaune. Finalement, quand on fait cette somme-là, pondérée ici pour chacun des photorécepteurs, sur les réponses en longueur d'onde des photorécepteurs, on retrouve la courbe de visibilité des colorimétristes, qui s'appelle V lambda ou V2 lambda. Eh bien, on va appeler la luminance, puisqu'elle est achromatique. Et puis celle-ci, on va l'appeler chrominance, puisque on a décomposé notre signal couleur en un signal de luminance, c'est-à-dire plutôt d'intensité, et un signal typiquement coloré qui est constitué d'opposition de couleurs, rouge-vert, vert-rouge, je disais c'est quasiment la même chose, et bleu-jaune. Donc en fait, on est parti de 3 composantes et on retrouve quasiment 3 composantes à la fin. Bon, maintenant, vous voyez que cette décomposition-là est complètement artificielle. Puisque on aurait pu dire, bon, bah, c'est autre chose, mais bon, on a pris ça comme ça, parce que c'était pratique. Si on raccroche ça à des expériences de psychophysique, alors là, on est un peu frappé. Donc ici, j'ai repris donc la somme pondérée de nos 3 types de photorécepteurs, donc avec la courbe de luminance. Et puis, j'ai tracé, en fonction de lambda, les 3 courbes des 3 récepteurs qu'on avait en bas. Donc, il y en a une comme ça, une comme ceci, et puis une comme ceci. Bon, la couleur, là, n'a plus de sens, puisque elle n'est pas reliée aux couleurs des photorécepteurs. Et puis, on va aller chercher dans la littérature une expérience faite par Jameson et Horvitch en 1955, qui ont étudié les importances relatives des couleurs dans la perception. Donc une expérience assez compliquée, mais extrêmement bien faite, bien fine, qui aboutit à dire que les gens sont sensibles à 2 types de stimuli, qui sont des oppositions de couleurs. L'une qui serait bleu moins jaune, et l'autre qui serait vert moins rouge ou rouge moins vert. Si je regarde ces 2 courbes-là, je les retrouve ici. Alors évidemment, on va se dire, ton modèle est juste si on peut ajuster ces courbes à celles des mesures. Quand on regarde les mesures faites par Jameson et Horvitch, la première chose qu'ils ont constatée,
c'est que d'un individu à l'autre, ces courbes-là ont globalement la même forme, mais elles se translatent, elles sont plus ou moins grandes, etc. Donc, pas de comparaison possible. Alors, pourquoi ça? Parce que, justement, les gens d'un individu à l'autre, ils n'ont pas le même nombre de photorécepteurs, donc pas le même nombre de P110L, P110M, P110S, et ça va faire bouger ces courbes, bien que la forme globale va rester. Bon, donc on va prendre ça un peu comme notre donnée. Dans un signal échantillonné, aléatoirement ou non d'ailleurs, couleur, il y a un signal de chrominance et des oppositions. Il peut se décomposer en un signal de luminance et qui a un caractère basse fréquence et un signal de chrominance qui a un caractère haute fréquence. Alors, entre cette diapo et la suivante, il y a à peu près 1 an et demi de thèse, qui revient en fait à calculer un modèle de l'échantillonnage aléatoire pour préciser justement quels sont les spectres des signaux en place. Donc on a pris comme modèle de disposition des photorécepteurs un modèle markovien en disant si j'ai mis un rouge ici, la probabilité d'avoir un rouge à côté est un petit peu plus faible, mais pas nulle, etc. Donc voilà, machin comme ça. Et alors avec ça, on montre que le signal donc qu'on a vu au départ, qui était en haut à droite avec les échantillons rouge, vert, bleu, avait ce spectre-là, c'est-à-dire un spectre où on avait l'information de luminance tous les 1 sur delta L, ah oui, tout à l'heure c'était delta X, bon, c'est la même chose, plus une porteuse aléatoire autour de la fréquence 1,5. Alors je dis bien une porteuse aléatoire, donc c'est un peu méchant à calculer, qui va porter les informations d'opposition de couleurs, rouge, vert et bleu, jaune. Tout ça, ça veut dire que, alors on a ce signal-là dans la rétine, sur le nerf optique, on l'a dans le corps genouillé latéral, donc loin de la rétine, c'est-à-dire que la rétine n'a pas codé la couleur, elle n'a rien fait. Pas tout à fait. Parce qu'en fait, elle a codé l'opposition bleu-jaune, parce que le bleu est en tellement petit nombre qu'on risquait d'avoir des interférences avec la luminance. Donc la rétine nous a codé les informations bleu-jaune, justement sur la voie dont je n'ai pas parlé, la voie coniocellulaire, qui est une autre voie. Donc on a parvo, magno et conio, qui veut dire tout petit, qui vient du grec et pas de l'espagnol. Donc des toutes petites cellules du corps genouillé latéral. Donc la rétine code. Alors ça coûte pas cher de coder le bleu parce que comme il y en a peu, ça fait peu de fibres utilisées. Par contre pour le rouge-vert, ça va directement au cerveau. Que fait le cerveau? S'il veut de la luminance, il fait un filtre passe-bas et il a l'information de luminance. S'il veut la couleur, il démodule en multipliant par une fonction alternative plus ou moins 1,5 par exemple, qui va nous mettre un spectre comme ça, il refait un filtre passe-bas et on va obtenir les blobs de cytochromo-oxydase. Bon, comment on reconstruit de la couleur? Et ben voilà, alors par exemple donc sur l'image classique des CCD avec ce qu'on appelle le Bayer CFA, donc le filtre de couleur Bayer avec du rouge, du vert et du bleu disposés comme ça. En gros, ça nous donne une image comme ceci. Et si je calcule la transformée de Fourier 2D de cette image-là, donc en remplaçant tous les pixels colorés par le niveau de gris équivalent, j'obtiens ceci. J'obtiens au centre
le codage, l'échantillonnage de la luminance, et sur les angles, donc aux alentours des fréquences 1,5, les oppositions de couleurs, donc du rouge moins bleu, là, et puis du vert moins... oui, ça doit être vert moins cyan, ou quelque chose, vert moins magenta, comme ça. Si je fais un filtre timbre-poste, ici à droite, voilà l'image que je récupère. Si je démodule les coins du timbre-poste et que je recombine avec la luminance, voilà, je récupère l'image à 3 couleurs par pixel. Donc voilà, ça paraît marcher très bien. Ça paraît marcher très bien, mais il y a quand même... Alors ça marche mieux que la télé, ça, mais il y a quand même un problème, c'est que, vous voyez tout de suite, où est-ce que je mets la coupure de mon filtre ici? Parce que si je vais trop loin ici, je vais prendre de la luminance pour de la couleur. Si je vais être trop là, je vais prendre de la couleur pour de la luminance. Du coup, j'ai une interférence couleur-luminance dans les hautes fréquences. Donc, par exemple, dans les bords. Et là, c'est ce que je vois. En agrandissant, je vois mes positions de pixels couleur qui apparaissent. Donc, il y a une interférence manifeste entre couleur et luminance. Si je fais un échantillonnage aléatoire, donc là j'ai gardé la même image, là je l'ai faite 512 par 512, et j'ai posé aléatoirement, selon un processus markovien, du rouge et du vert et du bleu. Et voilà ce que donnerait donc l'image. Donc c'est plus un Bayer CFA, maintenant c'est autre chose. Spectre de cette image, c'est ça là à droite, c'est-à-dire là où j'avais des choses bien marquées dans les coins, c'est tout réparti sur un cercle de rayon à demi. Donc ma porteuse couleur, c'est un cercle de rayon à demi. Si je fais une coupe en diagonale, là je vois le profil, donc une forte énergie pour la luminance, et puis les deux petits porteuses couleurs ici. Si je fais un filtre selon le pointillé ici, voilà, je récupère pareil une information de luminance et j'ai gagné du point de vue interférence, couleur, luminance. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai diffusé, à cause de l'échantillonnage aléatoire, j'ai diffusé sur une très large bande de fréquence l'information couleur. Donc moins de sensibilité. Bon, voilà ce que j'ai fait pour voir ce qu'on peut récupérer comme information couleur à partir d'un échantillonnage aléatoire. Et là, j'ai pris une grille 120 par 120, uniquement avec des récepteurs verts et rouges, comme on a dans la FOVEA. Hein, on n'a pas de photorécepteur bleu dans la FOVEA. Et donc voilà à peu près ce qu'on percevrait de l'image de l'ENA si on la regarde sans bouger les yeux. Petit effet de l'échantillonnage couleur, bon bah voilà là, le truc classique qu'on voit en télé. Alors en télé c'est même beaucoup plus fort sur cette image là. Là c'est avec l'échantillonnage régulier, voilà une interférence couleur-luminance en haute fréquence. Avec l'échantillonnage pseudo-aléatoire, il n'y a presque plus d'interférence.